21 août 1944, à Washington, dans le manoir de Dumbarton Oaks, s'ouvre la conférence qui doit donner une base et des institutions à la future Organisation des Nations Unies. Elle doit durer 2 mois. Cinq jours plus tard, à 6000 km de Washington, Charles de Gaulle reçoit l'hommage de Paris qui vient de se libérer de l'occupant allemand. De Gaulle et les Parisiens savourent ensemble ce moment tant attendu. Mais de Gaulle tempère sa joie. Le plus dur reste à faire. Il connaît l'importance de la conférence qui s'est ouverte à Dumbarton Oaks. Les 3 grands qui sont sur le point de vaincre l'Allemagne, américains, britanniques et soviétiques, y discutent de l'avenir du monde en l'absence de la France. Au milieu de la foule parisienne, de Gaulle est sans doute le seul à mesurer le danger que représente cette absence. La relégation définitive de la France au rang de petite nation. Les 3 grandes puissances n'ont pas de considération pour un pays qui a si peu contribué à la guerre contre l'Allemagne. De Gaulle le sait mieux que quiconque. Roosevelt, Churchill et Staline n'ont toujours pas reconnu le gouvernement provisoire dont il prétend être le chef. Et il sait aussi que la place de la France dans la future Organisation des Nations Unies déterminera son rang dans le monde de l'après-guerre. Faire revenir la France dans la cour des grands sera donc sa prochaine bataille. Au soir de son triomphe, Charles de Gaulle regagne son bureau au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique. C'est de là qu'il dirige le gouvernement provisoire. Arriver au ministère de la Guerre, ça veut dire que le problème principal, ça reste de continuer la guerre. C'est pas parce que Paris est libéré que la guerre est terminée. La guerre continue. En cette fin du mois d'août 1944, les 2 millions de soldats réunis par la coalition alliée déferlent sur la France et foncent en direction de l'Allemagne. À leur tête, le général Eisenhower, qui installe son quartier général à l'hôtel Trianon, à Versailles. En août 1944, le tempo s'accélère. Et véritablement, c'est au fond une guerre éclair à l'envers qui se produit. Les Alliés parcourent des distances absolument impressionnantes. L'euphorie règne dans les cercles dirigeants alliés, dans les états-majors alliés. Tout le monde est persuadé que l'Allemagne va s'effondrer. Les Allemands semblent en déroute. Partout, les Alliés font des milliers de prisonniers. Dans le sud, la première armée française, sous les ordres du général Delattre de Tassigny, débarque sur les plages du Var et remonte triomphalement la vallée du Rhône, en libérant Toulon, Marseille, Lyon, sans coup férir, aidée par les forces françaises de l'intérieur, les FFI, qui regroupent les principaux groupes militaires de la résistance. Cette victoire trop rapide ne fait pas les affaires du général de Gaulle. Si le Reich est battu tout de suite, la France n'aura pas le temps de conquérir sa part de gloire. Le général sait aussi que pour compter sur l'échiquier du monde, il faut qu'elle paye l'impôt du sang, que les 3 grands ont versé sans compter. De Gaulle, c'est quelqu'un qui calcule toujours avec 2 ou 3 longueurs d'avance. À partir du moment où les Américains, il serait perçu que les Anglais et les Américains ont gagné la guerre à notre place, eh bien, à ce moment-là, la France sera toujours reléguée au 2e rang des nations. We hope they will be relieved of that burden forever. L'Amérique, elle, n'a pas mesuré ses sacrifices, en hommes et en argent. Et c'est en chef victorieux que Franklin Delano Roosevelt vient d'entamer la campagne pour sa réélection. Dans ses discours, Roosevelt parle déjà aux électeurs américains de l'après-guerre. En 1944, il a quelque chose de très précis à proposer au peuple américain. Il s'agit de la création d'une organisation internationale qui doit promouvoir la paix. Il parle, bien sûr, de ce qui va devenir les Nations Unies.
Roosevelt et le monde entier venaient de traverser deux guerres terribles et cruelles. La Première Guerre mondiale, durant laquelle 30 millions de personnes étaient mortes, et la Deuxième Guerre mondiale, durant laquelle plus de 60 millions de personnes venaient de perdre la vie. Roosevelt était absolument convaincu qu'il fallait un organe de sécurité pour empêcher le déclenchement d'une Troisième Guerre mondiale. Et donc, il avait décidé que la dernière chose qu'il accomplirait avant de mourir, ce serait la création de l'ONU. C'est à Téhéran, en décembre 1943, que Roosevelt a convaincu Staline et Churchill de l'importance de la future organisation. Les trois grands ont donc fait plancher leurs diplomates séparément, puis les ont réunis à Dumbarton Oaks pour débattre de propositions concrètes et définitives. La France a été écartée de tout le processus. En 1944, quand les discussions sur le futur de l'ONU commencent, les Français n'ont presque rien à faire valoir à la table des négociations. La France a été battue sèchement en 1940, c'est la fameuse débâcle. Et le gouvernement français a ensuite collaboré avec les Allemands. C'est déjà une bonne raison pour expliquer l'absence de la France à Dumbarton Oaks. Et puis, en 1944, la France n'est pas une puissance militaire qui compte. Très peu de divisions françaises sont impliquées dans la libération de la France. C'est un non-État. La France a dû attendre le 3 juin 1944 pour avoir un gouvernement provisoire. Et encore, il n'était pas vraiment reconnu par les Alliés. C'était donc très difficile pour la France de revendiquer un statut égal aux deux autres, ou plutôt aux trois autres grandes puissances, puisque l'URSS faisait désormais partie du jeu. La grande innovation de Roosevelt pour la future organisation, celle qui a séduit Staline et Churchill, c'est la création, au-dessus des autres nations, d'un directoire formé par les grands pays victorieux de l'Allemagne et du Japon. Les Américains ont baptisé ce directoire Conseil de sécurité. Ses membres seront les policiers du monde. Ils seront permanents et armés d'un droit de veto. Les États-Unis, la Chine, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne seront les pays qui auront en charge les mandats des Nations unies. Et à ce titre, ils auront également un droit de veto. Quand Staline et Churchill ont compris que le droit de veto leur donnait le pouvoir de bloquer toute décision qui serait contraire à leurs intérêts, ils se sont ralliés à la proposition américaine. C'est par la presse et des bruits de couloir que De Gaulle est mis au courant des discussions de Dumbarton Oaks. Une humiliation de plus. Les Français apprennent après coup qu'il y aura un Conseil de sécurité, et ils en sont d'ailleurs ravis. Parce qu'en 1919, l'un des principaux échecs lors des discussions à propos de la Société des Nations avait été l'impossibilité du président Wilson de donner un réel pouvoir de contrainte à l'organisation. Les Français sont donc très heureux qu'il y ait un Conseil de sécurité, à condition d'en faire partie. Et il y a de gros doutes qu'elle y parvienne, qu'elle soit considérée comme une puissance suffisamment importante. L'ONU est le bébé de Roosevelt. C'est lui qui distribue les cartes de membres. Roosevelt, comme Churchill d'ailleurs, considérait en 1939 que l'armée française était la plus forte armée du monde. Quand il a vu qu'elle s'effondrait en quelques semaines, il en a déduit que la France était perdue et qu'elle ne comptait plus. Pour Roosevelt, qui avait désormais non seulement un grand mépris pour la France en général, mais pour les généraux français en particulier, puisqu'ils avaient été battus, eh bien, la présence du général de Gaulle, c'était une sorte d'insulte. Et par conséquent, il voit rouge à chaque fois qu'il entend parler du général de Gaulle. Lettre de Roosevelt à Churchill, écrite en juin 1943. Je cite, « J'en ai marre de Gaulle ». Je cite, « Nous devons rompre avec de Gaulle ». Je cite, « Il est indigne de notre confiance. Il s'est montré non coopératif et déloyal envers nos deux gouvernements. » Je cite, « Il est beaucoup plus intéressé par les machinations politiques que par la poursuite de la guerre. » Ce sont des déclarations plutôt sévères. Début septembre, interrogé par la presse américaine sur l'absence de la France au futur Conseil de sécurité, Tom Connelly, le patron des sénateurs démocrates, déclare « C'est très bien ainsi, car les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la Chine sont les 4 nations qui ont versé leur sang pour le reste du monde, tandis que la France n'a eu dans cette guerre que la part d'un petit pays. »
Le 11 septembre, Churchill et Roosevelt se rencontrent à Québec afin d'évoquer le sort de l'Allemagne après la guerre. Roosevelt, naturellement, refuse absolument que la France y ait la zone d'occupation que De Gaulle juge indispensable. Churchill s'incline. Par politique, il a choisi de ne jamais contredire le président américain. Ce sont les dollars de Washington qui permettent à l'Angleterre de soutenir son effort de guerre. Le général lui a souvent reproché cette tutelle volontaire et les relations entre les deux hommes, autrefois cordiales, sont maintenant exécrables. À la surprise générale, l'Allemagne ne s'effondre pas, l'Allemagne tient. La retraite des troupes allemandes de France s'est produite en bon ordre. On a toujours l'image d'une armée allemande en débandade, de soldats pathétiques partant à vélo, mais cette image est une image fausse. La retraite allemande a été une réussite et les Allemands ont réussi à rapatrier plus de 300 000 hommes. C'est un peu l'échec, d'une manière générale, des troupes alliées en France à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on parle de la bataille de Normandie, on parle de la bataille de Provence, c'est un succès, on arrive à Paris, etc. Mais en fait, ça a pris trop de temps et une large partie en fait, des unités allemandes n'ont pas été prises dans la nasse. Désormais, les Allemands ne luttent pas simplement pour une hégémonie européenne, ils luttent pour défendre leur territoire. Et il y a donc une forme de sursaut patriotique qui va expliquer à la fois un raidissement et une très bonne résistance des troupes qui surprend, bien entendu, les états-majors alliés. La Wehrmacht se repositionne tout au long de la frontière ouest de l'Allemagne. Au nord, devant les Pays-Bas, où sont les Anglais, au centre, contre la Belgique et la Lorraine française face aux Américains, et au sud, sur la plaine d'Alsace face aux Français. Le rétablissement des Allemands est une aubaine pour De Gaulle. Il offre aux soldats français l'occasion de combattre et de verser leur sang. Seul moyen de redorer l'image de la France auprès des Alliés. Le général de Gaulle va parler à la France. Et le 12 septembre 1944, c'est avec un moral de vainqueur qu'il se rend au palais de Chaillot pour prononcer son premier grand discours devant le Conseil national de la Résistance. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. L'horizon se dore des lumières de la victoire. Mais cette victoire, pour la saisir telle qu'elle doit être, c'est-à-dire complète et totale, peut-être de sanglants et nouveaux efforts restent-ils à accomplir. Mais quels que doivent être les obstacles et le terme, il est acquis maintenant que la France y aura sa part. Et enfin, nous croyons qu'il n'est pas possible de régler réellement les conditions politiques, économiques, morales dans lesquelles vivront les hommes de la terre après ce drame, de les régler sans la France, car après tout, 100 millions d'hommes vivent sous notre drapeau et beaucoup de nos semblables ne conçoivent point qu'un édifice soit autre chose qu'arbitraire et fragile s'il ne porte pas le sceau de la France. Le général de Gaulle, en bon ouvrier de la victoire, accomplit son tour de France. Première étape, Lyon. Déjà commence ce grand remous d'enthousiasme qui va ébranler le pays tout entier. Les capitales de nos provinces ont voulu crier leur joie aussi fort que Paris avait crié la... À partir du 20 septembre, De Gaulle entame une série de voyages dans les grandes villes de province. C'est un appel aux armes. À chaque étape de son tour de France, le général rencontre les résistants locaux, les FFI, Forces françaises de l'intérieur. Maquisards, combattants improvisés, dotés d'armes légères mais bien réelles. Très remuants, souvent politisés, ils sont plus de 200 000 hommes. L'État ne peut pas souffrir qu'il y ait des organisations parallèles. Il ne peut pas y avoir de hiérarchie même qui n'est pas subordonnée directement à l'État.
Et donc, s'ils ne font pas partie de l'armée, ils n'existent plus. On a en tout cas cette armée des ombres avec des combattants qui sont prêts à se battre, qui se sont soulevés pour une partie, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour des raisons politiques, d'abord, on a tout intérêt à intégrer ces FFI dans l'armée régulière. Et donc le message d'ailleurs pour ces résistants, c'est maintenant si vous voulez continuer à mériter vos grades, il faut vous engager dans l'armée qui va aller en Allemagne. Il n'y en a pas d'autre. Et on ne peut plus jouer les résistants quand les Allemands sont partis. D'une part, il fallait enrôler tous les résistants et tous ceux qu'on pourrait enrôler, et équiper, et armer, et entraîner, parce qu'il ne suffit pas de donner un uniforme et une arme, il faut aussi qu'ils sachent s'en servir. Ce sont les Américains qui réarment l'armée française. Les uniformes sont fournis par les Américains, les chars également, enfin tout est fourni par les Américains et dans une moindre mesure par les Britanniques. Et du coup ça crée une dépendance, parce que les Américains ont en fait un moyen un petit peu de contrôler ce que fait l'armée française et surtout ça crée des conflits. Dans les conceptions américaines, une armée moderne, contemporaine, c'est une armée où on a énormément d'unités de service. Alors qu'est-ce que c'est que les unités de service? Ce sont des unités qui ne sont pas forcément strictement combattantes. C'est les médecins, les infirmiers, la logistique, le ravitaillement, etc. Le problème, c'est que c'est un travail moins valorisé, c'est un engagement moins valorisé qu'être un combattant sur le champ de bataille. Dans les conceptions françaises, c'est important, c'est même fondamental, qu'il y ait le plus de combattants possible. Pourquoi? Parce que là aussi, pour l'armée française, l'enjeu il est politique, c'est-à-dire il faut montrer à la face du monde, si je puis dire, que l'armée française dispose d'un nombre maximal de combattants stricts. Les objectifs stratégiques sont dictés par les Américains ou, pour être plus exact, par Eisenhower. Les Britanniques n'ont plus véritablement voix au chapitre dans la définition de la stratégie globale. Et si les Britanniques n'ont pas voix au chapitre, que dire des Canadiens? Que dire des Français? Ils ont encore moins voix au chapitre que les Britanniques. L'objectif d'Eisenhower, depuis le début, c'est de prendre la Ruhr. C'est ça l'objectif du débarquement en Normandie. Tout simplement parce qu'Eisenhower sait que lorsque la Ruhr, cette grande région industrielle, tombera, les Allemands n'auront plus les moyens de prolonger la guerre, et donc il se concentre sur cet objectif, et il ne veut pas en dévier. Dans le dispositif stratégique d'Eisenhower, les soldats français occupent la zone sud, des Vosges à la plaine d'Alsace, avec en ligne de mire Strasbourg, Stuttgart et la Forêt-Noire. La Ruhr, avec ses usines et son charbon, est la chasse gardée des Anglais et des Américains. À Versailles, l'état-major d'Eisenhower travaille d'arrache-pied en vue d'une offensive décisive et générale pour la mi-novembre. Le 7 octobre, la conférence de Dumbarton-Oaks s'achève. Une délégation de diplomates chinois est arrivée en dernière semaine afin d'apposer sa signature sur le document concocté par les Américains, les Britanniques et les Soviétiques. C'est Roosevelt qui a imposé la Chine. Elle sera donc le 4e membre admis au Conseil de sécurité de la future organisation des Nations Unies. La Chine, qui a payé un très lourd tribut à la guerre contre le Japon, est pourtant un nain politique, à l'économie misérable. Mais la volonté de Roosevelt d'en faire le 4e gendarme du monde est inébranlable. Le nom de la France, que les Britanniques ont timidement avancé pour compléter le quatuor, a été renvoyé par les deux autres à un hypothétique en temps voulu. Autrement dit, le candidat doit faire ses preuves. Le 11 octobre, Winston Churchill, accompagné d'Anthony Eden, son fidèle ministre des Affaires étrangères, va voir Joseph Staline à Moscou. Au menu, le sort de l'Allemagne et des pays d'Europe centrale dont l'armée rouge menace de s'emparer. Cette perspective effraie la diplomatie britannique qui a trouvé la parade. Des gens comme Eden, ils sont payés pour voir plus loin que la fin de la guerre. Et plus loin, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une France puissante avec une armée française puissante, déjà pour tenir en respect l'Allemagne, comme ils l'ont fait après 1918, mais aussi pour servir de tampon pour le cas où les Soviétiques arriveraient près de la Manche. Donc c'est l'équilibre des puissances traditionnelles. Le 24 octobre, les États-Unis consentent enfin à reconnaître officiellement le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Londres et Moscou lui emboîtent le pas dans la journée. La France retrouve dans le concert des grandes nations la place qui est la sienne.
Et pour marquer ce geste, l'ambassadeur des États-Unis, M. Jefferson Keffray, se réinstalle place de la Concorde, tandis que la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade. On a rouvert les salons fermés depuis 4 ans, on félicite et l'on remercie. Paris compte un hôte et un ami de plus. Le 4 novembre, Franklin Delano Roosevelt est facilement réélu président pour son 4e mandat à la tête des États-Unis. Même si tout le monde s'y attendait, sa réélection n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour Charles de Gaulle. Mais Roosevelt a 62 ans et il est très malade. Personne ne savait. Personne ne savait. Les journalistes s'en doutaient, mais à l'époque, ils respectaient le secret. Ils ne parlaient pas de sa paralysie, ils ne disaient pas qu'il était en fauteuil roulant, ils ne parlaient pas de sa fatigue et de ce genre de choses. Donc je pense que ce n'était pas du tout une question importante pour les Américains, vraiment. Et une semaine après la réélection de Roosevelt, le général a quand même une satisfaction. Il reçoit la visite de Winston Churchill, venu commémorer la victoire commune du 11 novembre 1918, revoir Paris et Charles de Gaulle. Le meilleur moyen de se concilier de Churchill, c'était de lui faire un défilé militaire. De Gaulle le savait depuis longtemps, il l'a fait plusieurs fois. Churchill est un émotif, c'est un grand sentimental, c'est un grand francophile. Elle est émue par les retrouvailles avec le général de Gaulle, avec des sentiments très mitigés, parce que au cours des derniers mois, les relations ont été extrêmement tendues, et même ça, c'est une litote. Dans les jours sombres de juillet-août 1940, il avait prédit à De Gaulle qu'ils remonteraient ensemble les Champs-Élysées. Qu'est-ce que le général attend de Churchill? On attend de lui soit qu'il aide au réarmement, soit qu'il serve d'intermédiaire auprès des Américains pour qu'on se procure ces équipements. Sur toutes les questions qui fâchent, la place de la France à l'ONU ou la zone d'occupation en Allemagne, Churchill se montre évasif. Il recommande à De Gaulle de faire des efforts et de se rapprocher de Roosevelt. Il y avait plusieurs questions sur lesquelles la Grande-Bretagne et la France étaient d'accord. La plus importante était le sort de leurs empires. Alors que les États-Unis étaient viscéralement anticoloniaux en raison de leur histoire, la Grande-Bretagne et la France possédaient encore de grands empires en 1944, et ils voulaient les garder. Churchill considérait que les Français pouvaient être des alliés précieux pour conserver son empire et s'opposer au projet de décolonisation des États-Unis. Vous, le Premier ministre du grand pays allié de la France. Paris est pour la Grande-Bretagne. Ah, les braves policiers. Vous me permettez que je vous présente. Ceci est un poignard allemand qui a été pris sur les Allemands. Et voici le drapeau à croix gammée. Le séjour de Churchill est très chargé. Les résistants parisiens l'accueillent à l'hôtel de ville et dès le lendemain, De Gaulle l'emmène à Besançon pour voir Delattre et l'armée française à la veille de reprendre le combat. Pour un vieux monsieur quand même, hein, qui était pratiquement à sa 70e année, rester 7 heures dans la neige par une température de moins 3 ou 4 degrés, qui en plus était sujet à des pneumonies, c'était quand même très risqué. Le but de Gaulle, c'était de montrer que voilà, la France renaissait, qu'elle avait une véritable armée disciplinée qui combattait pour effacer la tâche de 1940. La grande offensive des Alliés se déclenche le lendemain. Du nord au sud, 2 millions d'hommes avancent en direction des frontières du Reich pour le choc décisif. C'est un échec général, les Allemands tiennent. Seuls les Français progressent un peu en Alsace. Les chars de Leclerc prennent Strasbourg le 23 novembre. Pour l'opinion, et pour De Gaulle en particulier, la libération de la capitale alsacienne par une armée française a une portée symbolique immense. Mais Delattre ne peut empêcher les Allemands de former une poche de défense fortifiée autour de Colmar. Pour libérer le reste de l'Alsace et s'approcher de l'Allemagne, il ne reste qu'une seule route, celle qui passe par les cols des Vosges.
On est à des altitudes entre 800, 900, 1100 mètres d'altitude et on est au moment d'un hiver extrêmement rigoureux. L'hiver 44-45 est probablement un des hivers les plus froids du XXe siècle. Les combattants vivent et combattent par moins 20, parfois moins 30 degrés. Et d'autre part, la magnifique armée d'Afrique, les héros du Tchad et de Bir Hakeim forment maintenant l'armée de la France. Les Allemands, donc, qui ont construit leur ligne de protection du Reich, ont miné le terrain. Les soldats redoutent ces mines qui entravent toute progression et qui sont très peu détectables. Cette forêt humide, profonde, sombre, inquiétante, cette forêt des Vosges, ces sommets des Vosges se transforment en montagnes d'épouvante. Ces combats rendent très difficile l'utilisation des divisions blindées. Très difficile de faire progresser des chars dans ces routes des Vosges, détrempées ou gelées. Donc effectivement, ça laisse aux combattants d'infanterie le gros des combats. Le lendemain de la libération de Strasbourg, De Gaulle s'envole pour Moscou. Son voyage va durer 3 semaines. Une bien longue absence qu'il peut se permettre car les désordres de la libération sont terminés. La guerre civile n'a pas eu lieu. De Gaulle a maté les jusqu'au-boutistes de l'épuration et canalisé les ardeurs des FFI. Il a le pays bien en main et peut partir sans crainte. Et en cas de problème, il a une autre carte dans sa manche. Là encore, il s'est entendu avec Eisenhower, et que si jamais il y avait le moindre mouvement, qu'il soit écrasé immédiatement. Il ne faut pas oublier qu'Eisenhower était à Versailles. L'avion ne va que jusqu'à Téhéran. On est en guerre, et il ne peut pas aller directement à Moscou, c'est pas possible. Churchill a pu, mais il avait des moyens de transport que De Gaulle n'avait pas. Et donc De Gaulle a dû dépendre des Soviétiques, donc il a pu aller à Téhéran par ses propres moyens. Une fois à Téhéran, le seul moyen de transport, c'était le train. Et le train faisait tout le trajet depuis Téhéran jusqu'à Moscou, en passant par tout le Caucase, donc en longeant la Caspienne, en passant par Bakou. C'est montagneux, c'est chaotant, etc. C'est extrêmement long. Il n'arrive que le 2 décembre à Moscou. Le général de Gaulle, reçu avec les honneurs militaires, écoute la Marseillaise et l'hymne soviétique. Si De Gaulle a accepté de faire un si long voyage, c'est qu'il veut signer un traité avec l'URSS afin de montrer au couple Churchill-Roosevelt que la France est libre de chercher ses amitiés hors de leur influence. Mais personne n'est dupe, et surtout pas Staline lui-même. Staline, c'est un pragmatique. Et la question essentielle pour lui, c'est très simple, c'est pas un philosophe, c'est la France, combien de divisions ? La France, 10 divisions, c'est ce qui sacrifie chaque jour sur le front. Donc ça ne compte pas, 10 divisions. Pour lui, ça a l'importance d'un régiment pour l'armée française, même pas. Donc, il trouve, et il le dit d'ailleurs, que ce De Gaulle, c'est un homme qui parle bien fort pour quelqu'un qui n'a rien derrière lui. Et donc, il ne comprend pas. C'était bien sûr dans l'intérêt de l'URSS de signer un traité comme celui-là. Mais là, les forces étaient particulièrement inégales. Lors de la venue de Gaulle en URSS, il est d'abord passé par Bakou et il a tenu à visiter Stalingrad. Et c'est dans les ruines de Stalingrad qu'il a prononcé un célèbre discours où il dit « Je salue Stalingrad, une ville symbole de notre lutte et de notre victoire commune ». Il insiste sur l'adjectif « commune ». À l'époque, les représentants soviétiques ont grincé des dents, car pour les soviétiques, les prétentions de Gaulle n'étaient absolument pas justifiées, vu la faible contribution de la France à la victoire. Staline veut que la France reconnaisse le comité de Lublin. Ce gouvernement composé de communistes polonais pur sucre
que l'armée rouge a installé dans la Pologne libérée des Allemands. Comme Roosevelt et Churchill, De Gaulle ne veut pas entendre parler du comité de Lublin, car il existe un gouvernement polonais légitime et pluraliste, exilé à Londres depuis 1940. Les soviétiques mettent en avant les milliers de soldats français libérés des stalags allemands et qui attendent désespérément leur rapatriement au cœur de l'hiver polonais. Et ils font traîner les choses. Pendant des jours, le général est baladé entre les ruines de Moscou bombardées et les constructions du nouveau métro. Sauf lors d'un grand dîner de gala, il voit très peu Staline, qui a chargé son ministre des Affaires étrangères, Molotov, de s'occuper des Français. La ruse de Staline, si vous voulez rapatrier vos ressortissants en Pologne, envoyez un ambassadeur qui va s'occuper de ça. Mais oui, mais si on envoie un ambassadeur, ça veut dire qu'on reconnaît le comité de Lublin. Et c'est ce que, justement, De Gaulle ne veut pas. Staline avait le don pour éviter une discussion. Son mot favori était « Il faut que je consulte mes généraux ». Consulter ses généraux, c'est lui qui prenait toutes les décisions. Le pacte qu'à Moscou ont signé messieurs Bidault et Molotov, en présence du maréchal Staline et du général de Gaulle, est un des gages de la paix de demain en Europe. Quand De Gaulle remet le pied à Paris après 10 jours de voyage, c'est pour apprendre que le matin même, la Wehrmacht a déclenché une attaque massive et foudroyante dans les Ardennes belges. L'armée américaine qui défend le secteur a volé en éclats et les Allemands sont passés. La mi-décembre, c'était le moment où le front était totalement dégarni. Les Allemands sont rentrés là-dedans comme dans du beurre. Et il y a une expression américaine qui a été utilisée à ce moment-là. « We were caught with our pants down ». On a été surpris avec notre pantalon baissé. Et puis c'était Noël. Hitler savait que les Alliés, à l'approche de Noël, ils n'allaient rien faire. Et qu'ils allaient relâcher leur vigilance. L'offensive allemande dans les Ardennes est tellement brutale qu'elle a des répercussions sur tout le front des Alliés massé sur les frontières du Reich. Au sud, autour de Strasbourg, le dispositif américano-français est très sérieusement bousculé. Et là, le commandement américain se dit eh bien, il faut quitter la ville et se replier d'une manière générale sur les Vosges. Donc ça revient littéralement à abandonner Strasbourg. Du point de vue militaire, le commandement allié ne pense pas que c'est un drame. Du point de vue politique, le général de Gaulle pense que c'est absolument insupportable. Et il craint, à juste titre, que des représailles puissent être exercées contre la population alsacienne. D'abord, il ordonne à De Lattre de défendre Strasbourg quoi qu'il arrive, et il lui demande de désobéir à son supérieur, qui est le général de Wers. De Lattre accepte, mais en réalité, il ne dispose pas de forces suffisantes pour accomplir sa mission. Ses soldats sont trop peu nombreux et ils sont épuisés. De Gaulle doit admettre que les Français ne s'en sortiront pas tout seuls. Et donc il va demander à Eisenhower de faire tout son possible pour conserver Strasbourg. Il met donc tout son poids dans la bataille en exigeant que Strasbourg soit défendu. D'abord l'appel à Roosevelt, qui ne fait rien. Ensuite l'appel à Eisenhower et l'appel à Churchill. Et Churchill, à la différence de Roosevelt, lui, il fait ni une ni deux, il prend l'avion et il arrive au quartier général d'Eisenhower avant De Gaulle. C'est Churchill qui convainc Eisenhower de ne pas évacuer Strasbourg. Il a un argument que De Gaulle n'a pas. L'action décisive du général Montgomery pour soulager les Américains dépassés dans les Ardennes. Quand De Gaulle arrive, la messe est dite. Et dans ses mémoires, évidemment, il ne peut pas dire que si Strasbourg n'a pas été évacué, c'était grâce à Churchill. Parce que pour le prestige de la France, Strasbourg ne peut pas avoir été sauvé par un Anglais, et encore moins par un vieux forban comme Churchill. Donc, vous voyez un petit peu, ça n'est pas digne d'être retenu par le Malais Isaac de l'an 3000. C'est fait pour ça, les mémoires du général. Début janvier, les Allemands qui n'ont plus d'avions et plus de carburant commencent à reculer. Il faudra malgré tout 3 semaines aux Alliés pour les repousser sur la ligne de départ. L'alerte a été chaude, mais la Wehrmacht y a laissé ses dernières forces. À l'est de l'Allemagne,
l'armée rouge a enfin pénétré les frontières du Reich. Les combats s'y déroulent dans une atmosphère d'apocalypse. Mais la victoire ne fait à présent aucun doute. Préparer l'après-guerre devient urgent. Dès la mi-janvier 1945, la presse américaine annonce qu'un sommet des trois grands aura lieu bientôt, probablement en Crimée, à Yalta. La France, une fois de plus, n'est pas conviée. Pour faire passer la pilule au général, Roosevelt a envoyé à Paris ce qu'il avait de mieux, en la personne d'Harry Hopkins. Harry Hopkins, pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu l'alter ego de Roosevelt. Pas seulement son ministre des Affaires étrangères, mais en fait son ministre à tout faire. Quel que soit le problème, Hopkins intervenait pour le résoudre. Quand Hopkins et l'ambassadeur américain Keffrey rencontrent De Gaulle en janvier 1945, ils lui font clairement comprendre que même si les Français devraient être invités à Yalta, ils ne le seront pas. De Gaulle encaisse, mais prévient que dans ces conditions, les décisions qu'on prendra au sommet n'auront pas forcément l'agrément de la France. Sur le chemin de Yalta, Churchill a obtenu de Roosevelt une rencontre préliminaire à Malte. Il voudrait que les Anglais et les Américains présentent un front commun face aux appétits soviétiques. Mais Roosevelt refuse cette entente à deux. Il ne veut pas aiguiser la méfiance légendaire de Staline. À Yalta, les Anglais défendront leurs intérêts tout seuls, au milieu des deux superpuissances. Pour Churchill, le concours de la France est en train de devenir indispensable. Dateline, Yalta, February 3rd, 1945. In a moment, the story. Here on the Black Sea, near the city of Yalta in the Crimea, is the meeting place of the leaders of Britain, Russia, and the United States, scene of the most successful international conference of the war. Pour les Soviétiques, la priorité, c'était la victoire contre l'Allemagne. Il posait aussi la question des indemnités de guerre et de la dette allemande liée à l'occupation. Pour Churchill, la priorité était surtout la question polonaise et l'avenir des Balkans. Mais pour Roosevelt, c'était la mise en place des Nations Unies. Quand Churchill, Roosevelt et Staline se réunissent à Yalta, la question de l'avenir de la France est évoquée en toute fin de conférence, bien après la question de l'Allemagne, celle de la Pologne ou les frontières orientales de l'Europe. Après toutes les questions majeures, en réalité. La France n'a jamais été un sujet important dans l'esprit de Roosevelt, quand il s'agissait de penser l'après-guerre. Jamais. Roosevelt est arrivé en Crimée avec le projet de convoquer une conférence inaugurale des Nations Unies le 24 avril suivant à San Francisco. Il a très vite l'accord des Britanniques et des Russes. Toutes les nations du monde n'ayant pas collaboré avec les forces de l'Axe seront invitées à San Francisco. Elles recevront une lettre portant la signature des membres désignés du futur Conseil de sécurité. Lettre qui résumera leurs propositions sur l'organisation et les pouvoirs de l'ONU. Apparemment, c'est Churchill qui a insisté pour que la France soit une des puissances invitantes à la future conférence. Staline a d'abord répondu « Non, je ne veux pas que la France soit traitée d'égal à égal avec les pays qui sont à cette table ». Churchill a finalement emporté sur Staline en obtenant que la France soit une puissance invitante. Mais Staline a précisé « Nous n'accorderons ce statut aux Français que s'ils acceptent toutes nos propositions d'ici à la fin de cette semaine ». Et donc le Quai d'Orsay a reçu un télégramme de Yalta qui disait « Vous devrez accepter sans discussion toutes les conclusions de Dumbarton Oaks et sans poser de questions. Et vous ne participerez pas à la rédaction de la lettre d'invitation à la conférence. C'est à prendre ou à laisser. » Et De Gaulle a répondu « Non, nous ne signerons cette lettre que si elle fait part de nos réserves sur les accords conclus à Dumbarton Oaks. » Staline a répondu « C'est hors de question, niet. »
Et De Gaulle a mis fin à la discussion. Dans ce cas, nous ne signerons pas cette lettre. De Gaulle n'a évidemment pas renoncé à entrer au Conseil de sécurité, mais il veut manifester aux Alliés son indépendance et sa souveraineté. La France ne peut pas signer une lettre qu'elle n'a pas rédigée, et elle doit apporter sa pierre à l'édifice concocté par les trois grands pour organiser l'après-guerre. 6 mois plus tôt, à Dumbarton Oaks, ils avaient écarté sa candidature d'un revers de manche. À présent, ils l'invitent à intégrer le club, et même s'ils le font du bout des lèvres, De Gaulle pense que le temps travaille pour lui. La conférence de Yalta a duré une semaine. Malgré sa volonté de ne pas se démarquer des Américains, Churchill a pu constater que les divergences avec Roosevelt sont de plus en plus fortes à mesure que s'approche la victoire. Sur l'anticolonialisme en particulier, Américains et Soviétiques ont trouvé un terrain d'entente. Les empires anglais et français sont voués à disparaître. De façon significative, sur le chemin du retour, Roosevelt s'arrête à Suez afin d'y recevoir, à l'insu de Churchill, les chefs des États riverains du canal. Le canal de Suez est la clé de voûte de l'Empire britannique. Roosevelt accueille le roi d'Égypte, puis le Négus d'Éthiopie et enfin le roi d'Arabie Saoudite. Le président de ce qui est désormais la plus grande puissance du monde leur propose ses conseils, son aide et sa richesse. 4 jours après les embrassades de Yalta, Roosevelt entreprend d'évincer les Britanniques du cœur de leur empire. Puis il reprend sa route à travers la Méditerranée. Il a un autre rendez-vous. Roosevelt, sur le chemin de son retour de Yalta, invite De Gaulle à le rencontrer sur son croiseur, le Quincy, au large d'Alger. De Gaulle refuse son invitation. Alger, c'est la France. Et comme il le déclare à son entourage, « On ne m'invite pas chez moi ». Quel effet sa réaction a-t-elle eu sur Roosevelt? Je dirais soupçon confirmé. C'est un emmerdeur. À la fin du mois de février 1945, les alliés anglo-américains entrent enfin au nord de l'Allemagne. La Ruhr est en vue. La victoire n'est plus qu'une question de semaines. C'est fort de ce succès que le 1er mars, Roosevelt s'adresse au Congrès américain afin de rendre compte de Yalta. There can be no middle ground here. We shall have to take the responsibility for world collaboration. Or we shall have to bear the responsibility for another world conflict. Il parle bien entendu de la naissance des Nations Unies, mais il ne laisse pas passer l'occasion de faire une allusion vengeresse à De Gaulle qui lui a posé un lapin à Alger. But not only there, but some other places, we have to remember that there are a great many prima donnas in the world. All of them wish to be heard before anything becomes final. So we may have a little delay while we listen to more prima donnas. À présent, les soldats anglais et américains avancent en masse au cœur de l'Allemagne. Les premières grandes villes industrielles de la Ruhr sont conquises dans la 2e quinzaine de mars. Les Alliés exigent du Reich une capitulation sans condition. Ils ont décidé que l'Allemagne vaincue sera privée de gouvernement et passera sous l'administration et la tutelle militaire des vainqueurs. Tutelle que chacun d'eux exercera dans sa zone d'occupation. À Yalta, il a été accepté que la France ait une zone d'occupation. Staline a dit qu'il y consentait à partir du moment où cela ne lésait pas la part de territoire allemande qui revenait à l'Union soviétique. Donc, le principe a été acté, mais la délimitation de cette zone d'occupation n'est pas encore déterminée. À nouveau, en mars 1945, il y a un risque de marginalisation de l'armée française qu'on veut cantonner à un rôle de protection de la frontière suisse. Et ça, c'est pas du tout acceptable pour les Français. Et donc le général de Gaulle, qui pense qu'il vaut mieux tenir que courir, va ordonner à De Lattre d'entrer sur le territoire allemand et surtout de conquérir le plus possible de territoire allemand. De Gaulle oblige De Lattre à passer le Rhin
quoi qu'il arrive, indépendamment des ordres américains, fin mars 1945. Il pense, et il a raison, le général de Gaulle, que plus les Français contrôleront de territoire allemand, plus ils ont une possibilité de négocier avec les Anglo-Américains les contours de leur zone d'occupation. Au bout de 4 années d'occupation, en avril 1945, la première armée française entre à son tour en Allemagne. Après de durs combats dans la forêt noire, elle conquiert Karlsruhe, Pforzheim et surtout Stuttgart. Au départ, en fait, Stuttgart c'est destiné aux Américains parce que c'est sur une ligne de communication majeure. Et du coup, il n'est pas question que ce soit les Français qui l'aient. Or, les Français arrivent à Stuttgart avant les Américains et s'y installent et ne cèdent pas la ville. Et là on est vraiment au cœur de cette politique du gage territorial, véritablement. Alors même que, pour le coup, le général de Vers ordonne au général de Lattre de quitter la ville, eh bien, de Lattre refuse et reste dans la ville sur ordre du général de Gaulle. Donc il désobéit à nouveau. Le 12 avril 1945, Franklin Delano Roosevelt meurt d'une hémorragie cérébrale foudroyante. C'est une surprise générale pour le monde entier et une grande tristesse aux États-Unis. Mais la guerre continue. Le jour même, son vice-président, Harry Truman, prête serment et lui succède à la Maison-Blanche. Pour De Gaulle, la disparition inattendue de Roosevelt lève une partie des incertitudes qui pèsent encore sur la place de la France. En perdant son plus cher ennemi, le général peut envisager un avenir plus conforme à ses ambitions. Et il a ses morts. Plus de 15 000 soldats sont tombés pour la France entre août 1944 et avril 1945 en combattant l'armée allemande. C'est peu en regard des pertes américaines, britanniques, chinoises ou soviétiques, mais suffisamment important pour être souligné dans le bilan qui va consacrer les vainqueurs. De Gaulle n'y manquera pas. Intégrer in extremis la cour des grands est à ce prix. Deux semaines seulement après la mort de Roosevelt, le dernier round s'ouvre à San Francisco pendant la fameuse conférence inaugurale des Nations Unies. Harry Truman a adopté avec enthousiasme le projet de son prédécesseur, mais lui est francophile et il n'a pas d'animosité envers De Gaulle. Conformément à ce qui a été décidé à Yalta, les quatre grands sont les puissances invitantes de la conférence, ce qui signifie que la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine sont bien les seuls 4 membres permanents dotés du droit de veto au Conseil de sécurité. La lettre d'invitation que le Quatuor a adressée à 50 nations du monde le stipule noir sur blanc. La France, qui a refusé de signer cette lettre, arrive donc à San Francisco au même rang que la piétaille des pays secondaires. En chemin, Georges Bidault, le ministre français des Affaires étrangères qui conduit la délégation, s'arrête d'abord à Washington pour rencontrer le nouveau président. L'accueil de Truman est chaleureux. Le crédit de la France est en hausse. Tout n'est peut-être pas perdu. Les 4 grands ont d'ailleurs laissé la porte ouverte à condition que la France accepte leur proposition sans y ajouter une virgule. Ce tout ou rien continue d'indisposer De Gaulle, qui veut pour le principe que la France puisse amender le projet, même à la marge. Une fois à San Francisco, Bidault adopte la tactique politique élaborée à Paris avec le général et qu'au poker, on appelle le bluff. Pendant une quinzaine de jours, la France s'est présentée comme le leader des petites nations. Rejetant haut et fort l'offre faite par les 4 grands d'être un membre permanent du Conseil de sécurité, les Français ont préféré dire
Non, il est plus vertueux de représenter les petites nations et de faire en sorte que leurs problèmes et leurs attentes soient pris en considération pendant les débats à San Francisco. Mais petit à petit, les Français ont commencé à changer d'avis. En premier lieu, ils se sont inquiétés de la façon dont seraient traitées leurs colonies à l'ONU. Et puis, assez vite, ils se sont lassés des enjeux des petites nations. Les jours passant, Bidault se rend compte que le bluff ne prend pas et que les quatre ne plieront pas. Si la France veut faire partie du club, il faut qu'elle accepte les règles de l'ONU qui ont été élaborées sans elle. Et finalement, le 3 mai, Georges Bidault est allé trouver le secrétaire d'État américain, Stettinius, et lui a dit « Écoutez, on en a assez des petites nations, on veut revenir dans le jeu. On veut être le 5e membre permanent. On veut le droit de veto. On veut avoir les mêmes pouvoirs que les 4 autres grands. Et si vous ne nous les accordez pas maintenant, nous quittons la conférence. » Alors Stettinius a ouvert grand les bras et il a dit « Bienvenue à vous, vous faites partie du club. » 5 jours plus tard, à Berlin, les Alliés obtiennent du Reich vaincu une capitulation sans condition. À la surprise des Allemands, les Français sont à la table des vainqueurs. C'est De Lattre qui appose sa signature pour la France. La bataille pour l'ONU a duré 8 mois. Charles de Gaulle peut enfin sourire et même faire du général américain Eisenhower un compagnon de la libération. De Gaulle a offert à la France l'outil majeur de sa puissance dans l'après-guerre qui commence. Malgré 4 années d'occupation, la France a miraculeusement retrouvé son rang.